Bonjour, mon colonel. La voix du juge a traversé la salle d'audience avec une telle netteté, que même les ventilateurs au plafond ont semblé s'arrêter de tourner. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Ni le greffier, ni les avocats, ni ma fille, assise 3 rangées derrière moi, avec des larmes qui perlaient déjà dans ses yeux, et certainement pas ma belle-mère, Evelyn Carter. Elle souriait à peine quelques instants plus tôt, de ce sourire poli de country club, qu'elle arborait chaque fois qu'elle se croyait déjà victorieuse. Mais, à l'instant même où le juge m'a appelé mon colonel, ce sourire s'est brisé. Son visage a pâli, sous les couches de maquillage coûteux, et elle m'a dévisagé, comme si elle voyait une étrangère assise à la table de la défense. « Attendez » a-t-elle murmuré, puis plus fort, « Quoi ?» J'ai gardé les mains calmement croisées sur la table. Après 20 ans passés dans les tribunaux militaires, j'avais appris une chose importante. La personne la plus bruyante dans la pièce avait généralement le dossier le plus fragile, et Evelyn Carter était bruyante depuis des années. 3 mois plus tôt, je me tenais dans ma cuisine, en train de préparer une soupe au poulet, lorsque la lettre recommandée est arrivée. Il pleuvait cet après-midi-là, à Norfolk, en Virginie. Ce genre de pluie froide de printemps, qui s'infiltre dans vos os, lorsque vous avez passé la soixantaine. Je m'en souviens, car mes genoux me faisaient plus mal que d'habitude. L'enveloppe portait l'adresse de l'expéditeur, le cabinet d'avocats Carter et Bellamy. Je savais déjà, que cela ne pouvait rien présager de bon. Après le décès de mon mari Frank, l'hiver précédent, chaque interaction avec sa famille s'était transformée en une sorte de bataille silencieuse. Au début, il s'agissait de petites choses. Evelyn critiquait les fleurs d'enterrement que j'avais choisies, se plaignait que j'ai vendu le bateau de pêche de Frank trop rapidement, ou racontait aux proches que je réagissais de manière trop émotionnelle, chaque fois que je n'étais pas d'accord avec elle. Mais, après un certain temps, la politesse a disparu. L'argent a ce don d'écailler le vernis des gens, et particulièrement, l'argent des vieilles fortunes. J'ai ouvert la lettre lentement, sur le comptoir de la cuisine, pendant que la soupe mijotait derrière moi. Les mots se sont d'abord brouillés devant mes yeux. Requête en révision de succession. Allégation d'influence indue. Litige de propriété. J'ai dû m'asseoir. La maison du lac de Frank. Voilà le véritable enjeu. Ni le deuil, ni la famille, ni l'amour. La maison du lac. Elle se trouvait sur une étendue paisible de Smith Mountain Lake, où Frank et moi avions passé presque tous nos étés, pendant 32 ans. Ce n'était pas un manoir, juste une vieille cabane en cèdre avec des planchers grinçants, des volets verts délavés, et un ponton que Frank avait reconstruit 2 fois, de ses propres mains. Mais c'était le seul endroit où mon mari avait été vraiment heureux, surtout vers la fin. Le cancer change un homme. Vers la fin de la maladie de Frank, la maison du lac était devenue le seul endroit où il pouvait dormir paisiblement. Il s'asseyait sur le ponton, enveloppé dans une vieille couverture bleu marine, pendant que je lisais à côté de lui. Parfois, nous restions sans parler pendant 1 heure. Nous n'en avions pas besoin. Maintenant, Evelyn la voulait. Et, selon les termes de la plainte, elle avait l'intention de prouver que j'avais manipulé son fils mourant, pour qu'il me la lègue. J'ai ri, quand j'ai fini de lire. Non pas parce que c'était drôle. Mais parce qu'après 62 ans sur cette terre, la trahison devient parfois si prévisible, qu'elle perd presque son pouvoir de vous choquer. Presque. Les gens supposent souvent, que les femmes silencieuses sont faibles. Je l'avais appris depuis longtemps. Surtout les femmes de mon âge. On devient invisible en Amérique, passé un certain cap, les caissiers ne vous regardent plus dans les yeux. Les médecins vous interrompent. Les jeunes cadres vous appellent ma petite dame, tout en vous expliquant des choses que vous comprenez déjà bien mieux qu'eux. La plupart du temps, cette invisibilité ne me dérangeait pas. Après ma retraite, je la préférais, même. Mais Evelyn avait confondu le silence avec de l'impuissance. C'était sa première erreur. Sa deuxième erreur, fut de croire qu'elle me connaissait. Tu devrais simplement accepter un accord, m'a dit ma fille Anna, ce soir-là. Nous étions assises à la table de ma cuisine, pendant que la pluie tapotait doucement contre les vitres. Anna avait l'air épuisée. Un divorce, 2 adolescents, un emploi dans la facturation d'un hôpital. La vie l'avait usée, ces derniers temps. Je ne veux pas que tu subisses un tel stress, a-t-elle ajouté calmement. Grand-mère Evelyn a de l'argent, des avocats, et des relations. J'ai remué mon thé, très lentement. Je sais. Elle dit que la maison appartient à la famille Carter.
J'ai levé les yeux. Moi, j'étais la famille de Frank. Le regard d'Anna s'est adouci instantanément. Je sais, maman. Mais sa voix trahissait encore la peur. À vrai dire, je comprenais pourquoi. La plupart des gens n'avaient aucune idée de ce que je faisais, avant ma retraite. Même ma propre fille n'en connaissait que des bribes. Frank et moi avions convenu depuis longtemps, de garder ma carrière militaire privée, en dehors de nos cercles intimes. Pas secrète, exactement. Juste séparée du reste. Après des années de tribunaux militaires, d'enquêtes à l'étranger, et après avoir côtoyé assez de laideur humaine pour remplir plusieurs vies, je voulais la paix. Je voulais des jardins, des livres, et prendre mon café sur le porche. Je voulais redevenir quelqu'un d'ordinaire. Et, pendant un temps, j'y suis parvenu. Du moins, jusqu'à ce qu'Evelyn Carter ne me traîne au tribunal. Une semaine plus tard, Evelyn a invité la famille, pour le dîner du dimanche. Cela seul m'indiquait qu'elle préparait quelque chose. Evelyn ne recevait jamais, à moins d'avoir un public. Sa maison surplombait l'Elizabeth River, avec ses colonnes toutes blanches et son argenterie étincelante, le genre de maison, où personne ne se détend jamais vraiment. Dès l'instant où je suis entré, je l'ai senti. La représentation avait déjà commencé. Le jeune frère de Frank, Richard, m'a à peine regardé. Sa femme, Sandra, m'a offert l'un de ces petits sourires pincés, que les gens riches utilisent lorsqu'ils prétendent avoir une conduite morale. Le dîner s'est éternisé, ponctué de commentaires passifs-agressifs, déguisés en marque d'inquiétude. Tu dois être débordé financièrement, maintenant, a déclaré Evelyn, tout en coupant son rôti. Je me débrouille. Eh bien, les affaires judiciaires peuvent vite devenir coûteuses. J'ai bu une gorgée d'eau, sans me départir de mon calme. De l'autre côté de la table, Richard a eu un sourire narquois. Tu sais, a-t-il dit, papa a toujours eu l'intention que cette propriété reste dans la lignée des Carter. Je l'ai regardé, droit dans les yeux. Frank a exprimé ses volontés très clairement. Evelyn s'est tamponné les lèvres, avec une serviette. C'est ce que prétendent vos avocats. Mes avocats? Un choix de mots intéressant, car à ce stade, je n'en avais engagé aucun. J'ai réalisé alors, qu'ils croyaient sincèrement que j'allais paniquer, que je vendrais discrètement. Que je disparaîtrais en silence. Que je perdrais sans faire de bruit. Evelyn s'est adossée à sa chaise, et a souri. Vous savez quel est votre problème, Margaret? J'ai attendu la suite. Vous avez toujours agi comme si vous étiez plus intelligente que tout le monde. Sandra a bougé, mal à l'aise. Anna fixait son assiette, mais Evelyn a continué, au bout du compte, vous n'étiez qu'une simple femme au foyer. La pièce est devenue silencieuse, et curieusement, cela a fait plus mal que le procès lui-même. Non pas par fierté, mais parce que Frank, lui, savait exactement qui j'étais. Il respectait les années que j'avais consacrées au service de mon pays. Les sacrifices, les cauchemars, les choses que je portais encore en silence. Et maintenant, il était parti. J'ai posé ma fourchette, avec beaucoup de soin. Je vous verrai au tribunal, Evelyn. Elle a souri. Oh, Margaret. Puis, elle a ri doucement. Vous êtes fini. Cette nuit-là, je me suis assise seule sur mon porche, écoutant le tonnerre lointain qui grondait au-dessus de l'eau. J'ai pensé à Frank, au serment que j'avais prêté des décennies plus tôt, à tous ces jeunes soldats que j'avais autrefois poursuivis, et aux innocents que j'avais défendus. J'avais passé 20 ans au service de la justice militaire. 20 ans, à apprendre que la vérité importe moins que la préparation. Et Evelyn Carter n'avait aucune idée de la personne qu'elle avait décidé d'humilier. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ouvert le vieil étui en cuir, rangé dans mon placard. À l'intérieur, reposait mon dossier militaire, mes documents d'affectation, et l'insigne de l'aigle en argent, que je n'avais pas touché depuis ma retraite. Je l'ai gardé au creux de ma main, pendant un très long moment. Puis, j'ai souri doucement, en mon fort intérieur. Pas par colère, ni par esprit de vengeance, mais par pure certitude. Car pour la première fois depuis la mort de Frank, je me rappelais enfin, et avec exactitude, qui j'étais. Le matin de l'audience, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Cela m'arrivait souvent, avant chaque grand procès outre-mer. Nul besoin de réveil, c'était juste le corps qui se souvenait de la pression, avant même que l'esprit ne suive le mouvement.
Je me suis assise à la table de ma cuisine, dans le noir, une tasse de café noir réchauffant mes mains. Dehors, Norfolk était encore paisible. Les lampadaires se reflétaient sur la chaussée humide, à cause de la pluie nocturne. À 62 ans, le silence procure une sensation différente de celle que l'on ressent quand on est jeune. Quand on est jeune, le silence semble vide. Quand on est plus âgé, il semble mérité. J'ai fixé le dossier, posé à côté de ma tasse de café. Un simple cuir marron, pas de mallette de luxe, ni de pile de documents théâtrales, juste ce qu'il fallait. C'était une autre chose que le droit militaire m'avait apprise. Les personnes les plus désespérées de paraître puissantes, transportaient généralement les plus gros classeurs. Je me suis habillé simplement ce matin-là. Un pantalon gris, un chemisier bleu marine, un manteau en laine sombre, rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui n'attire l'attention. J'ai noué mes cheveux argentés avec soin, et je me suis regardé dans le miroir du couloir, avant de partir. Une veuve, une grand-mère, une femme que la plupart des gens ignoreraient dans une épicerie. Parfait. Le palais de justice, situé en centre-ville, se dressait exactement comme le font toujours les vieux tribunaux américains. De la pierre froide, de hautes fenêtres, et des détecteurs de métaux qui bourdonnaient près de l'entrée. J'ai gravi les marches du palais lentement, en faisant attention à mes genoux. À mi-chemin, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Maman? Anna s'est précipitée vers moi, tenant de café, et l'air déjà angoissé. Ça va, m'a-t-elle demandé. Je respire. Ce n'est pas une réponse. J'ai eu un faible sourire. C'est la seule réponse que les personnes de mon âge peuvent garantir. Elle a ri, malgré elle. C'est bien là le propre des filles. Même adultes, elles ont encore besoin de moments où leur mère a l'air inébranlable. Anna a jeté un coup d'œil nerveux vers l'entrée. Ils sont déjà à l'intérieur. Bien sûr qu'ils l'étaient. Les personnes comme Evelyne arrivent toujours en avance, lorsqu'elles pensent qu'une victoire publique les attend. Maman. Anna a baissé la voix. C'est la dernière chance de trouver un accord. Non. Tu pourrais tout perdre. Je l'ai regardé avec attention. Tu sais ce que ton père détestait le plus? Quoi? Les tyrans? Elle a hoché lentement la tête. Frank détestait l'arrogance, sous toutes ses formes. Particulièrement chez les gens riches, qui utilisaient leur influence comme une arme. C'est peut-être pour cela que nous nous comprenions si bien. Il venait d'un milieu privilégié, mais ne l'avait jamais vénéré. Cette qualité avait sauté une génération, avec Evelyne. Dès l'instant où nous avons pénétré dans le hall du palais de justice, je les ai vus. Evelyne se tenait près du contrôle de sécurité, vêtue d'un tailleur crème de créateur, et arborant des perles assez grosses, pour rembourser le prêt immobilier de n'importe qui. Richard se tenait à ses côtés, dans un costume anthracite sur mesure, feignant un air solennel. Et tout autour d'eux, des avocats. 3 d'entre eux, tous hors de prix, tous tirés à 4 épingles, portant de volumineux classeurs de procès, pour un simple litige immobilier qui aurait dû être élémentaire. Evelyne m'a repéré instantanément. Ce sourire est revenu, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. Eh bien, a-t-elle dit, assez fort pour que les gens autour l'entendent, Margaret est finalement venue. J'ai continué à marcher sereinement. L'un des avocats m'a jeté un bref regard, s'attendant clairement à voir un conseiller juridique à mes côtés. Lorsqu'il a réalisé que j'étais seul, son expression a légèrement changé. Les prédateurs savent reconnaître l'isolement. Vous n'avez pas d'avocat, a demandé Richard. Je n'ai pas dit ça. Evelyne a ri doucement. Oh, ma chérie, nous ne sommes pas au tribunal des petites créances, ici. Anna s'est raidie, à côté de moi. Grand-mère, tout va bien, ai-je dit calmement. Evelyne s'est approchée un peu plus. Son parfum m'a frappé en premier, fort et coûteux. Vous auriez dû accepter l'accord, a-t-elle lâché. J'ai soutenu son regard, sans ciller. Et vous, vous auriez dû respecter les dernières volontés de votre fils. Quelque chose s'est immédiatement durci, dans son expression. Ça y est, a-t-elle chuchoté. Cette fameuse arrogance. Non, ai-je répondu calmement. C'est du chagrin. L'espace d'un instant, j'ai presque cru voir un éclair d'inconfort traverser son visage. Presque. Puis, il a disparu. Vous êtes fini, a repris Evelyne. Je n'ai pas répondu. Car, parfois, le silence déstabilise les personnes cruelles,
bien plus que la colère ne pourrait jamais le faire. La salle d'audience elle-même était plus petite que je ne l'imaginais. De vieux bancs en bois, le drapeau américain placé près du pupitre du juge, et cette vague odeur de poussière et de vieux papier. Je me suis assise, seule, à la table de la défense, pendant que l'équipe juridique d'Evelyne étalait ses dossiers sur la sienne, comme s'il préparait une fusion d'entreprises. Les gens me regardaient. Pas ouvertement, mais suffisamment. Une femme âgée, assise au fond, m'a même lancé un regard compatissant, elle supposait probablement que je n'avais pas les moyens de me payer une défense. Honnêtement, une part de moi appréciait la situation. Être sous-estimé crée des opportunités. Anna m'a serré l'épaule, avant de s'asseoir derrière moi. Tu es sûr que ça va? J'ai hoché la tête, une seule fois. À vrai dire, je me sentais plus sereine que je ne l'avais été depuis des mois. Les salles d'audience avaient toujours eu du sens, pour moi. Contrairement à la famille. Les conflits familiaux sont émotionnels, tandis que les batailles judiciaires sont procédurales. Les procédures peuvent être gérées. Les émotions, elles, sont bien plus dangereuses. L'audience a commencé, à 9 heures précises. Le greffier a annoncé l'entrée du juge. Tout le monde s'est levé. Le juge Harold Bennett est entré, portant un épais dossier sous le bras. La fin de la soixantaine, ancien réserviste de la marine, le regard perçant, avec une posture stricte. Dès que je l'ai aperçu, je l'ai reconnu immédiatement. Pas personnellement, mais professionnellement. Nous nous étions croisés des années auparavant, lors d'un tribunal militaire en Allemagne. À l'époque où mes cheveux étaient encore bruns, et où mes genoux ne me faisaient pas souffrir pendant les orages. Il paraissait plus vieux, maintenant. Moi aussi. Pendant quelques secondes, il a balayé la salle du regard, de façon désinvolte. Puis, ses yeux se sont posés sur moi, et s'y sont arrêtés. Un silence étrange a suivi. Bref, mais perceptible. J'ai observé la reconnaissance s'installer sur son visage. Puis la surprise, et enfin, le respect. L'avocat d'Evelyne s'est levé le premier, et s'est immédiatement lancé dans sa représentation. Votre honneur, il s'agit là d'une affaire tragique, mais malheureusement très courante, impliquant une influence abusive sur un homme en phase terminale. J'ai failli sourire. Nous y voilà. Le récit était planté. Une pauvre famille riche, manipulée par une veuve émotionnellement instable. Un grand classique. Il a parlé pendant près de 10 minutes. Un vocabulaire minutieusement choisi. Des tournures chargées d'émotions. À un moment donné, il m'a qualifié de « dépendante financièrement ». Ce détail m'a légèrement irrité. Pas au point de réagir, mais suffisamment pour m'en souvenir. Puis est venue l'insinuation qui blessait le plus, l'idée que madame avait isolé le défunt, durant les dernières étapes de sa maladie. Anna s'est agitée avec colère, derrière moi, car nous connaissions toutes les deux la vérité. Franck avait réclamé de la distance. Non pas pour fuir l'amour, mais pour fuir le bruit. Le cancer épuise les gens, et Evelyne n'arrêtait jamais de parler. L'avocat a poursuivi, avec assurance. Au moment où il a terminé, la salle entière s'attendait presque à ce que je fonde en larmes, ou que j'implore la pitié. Au lieu de cela, je me suis contenté de ranger mes papiers, en silence. Le juge Bennett a fini par se tourner vers moi. Madame a-t-il demandé, allez-vous assurer vous-même votre défense, aujourd'hui? Oui, votre honneur. Evelyne a immédiatement souri. Je pouvais presque ressentir sa satisfaction, depuis l'autre bout de la pièce. Le juge m'a étudié pendant un autre instant. Puis, quelque chose a changé dans son expression. La certitude s'est ancrée en lui et, soudainement, il s'est tenu un peu plus droit. La salle est devenue étrangement silencieuse. C'est alors que le juge Bennett a fait un petit signe de tête respectueux. « Bonjour, mon colonel. » Tous les bruits se sont tus, instantanément. Le sourire d'Evelyne s'est évaporé. Richard a cligné des yeux. L'un des avocats a littéralement rabaissé son stylo et, derrière moi, j'ai entendu Anna chuchoter, « Quoi ?» Le juge a repris calmement. « Cela fait bien longtemps. » J'ai hoché la tête, une seule fois. « Oui, monsieur. » Evelyne me dévisageait, comme si le sol venait de s'ouvrir sous sa chaise. « Colonel » a-t-elle répété, d'une voix faible. Pendant 20 ans, je m'étais assise dans des tribunaux militaires, où des carrières, des réputations, et parfois des vies entières, reposaient sur la précision.
Et soudain, après des mois passés à être traitée comme une veuve impuissante, j'ai observé la prise de conscience se propager à travers la salle, s'emparant d'un visage après l'autre. L'avocat de la partie adverse s'est raclé la gorge, maladroitement. Votre honneur, j'ignorais que madame ait possédé une expérience juridique. Le juge Bennett l'a regardé fixement. C'est un doux euphémisme. J'ai croisé mes mains avec sérénité, sur le dessus de la table, et pour la première fois depuis la mort de Frank, j'ai vu la peur s'insinuer dans les yeux d'Evelyn Carter. Personne dans la salle d'audience n'a bougé, pendant de longues secondes, après que le juge Bennett m'a appelé mon colonel. On pouvait presque entendre les gens réfléchir. Les sténographes avaient cessé de taper. L'un des avocats d'Evelyn a rajusté ses lunettes, avec nervosité. Et ma belle-mère, elle, avait l'air offusquée. Pas choquée au premier abord, mais véritablement offusquée, comme si le monde venait, d'une certaine façon, de violer un pacte dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Colonel, a-t-elle répété, une fois encore. Le juge Bennett a semblé légèrement surpris de sa confusion. Oui, a-t-il dit calmement. Le colonel à la retraite Margaret. La pièce est devenue douloureusement silencieuse. Je pouvais sentir le regard d'Anna peser sur ma nuque. Je ne lui avais pas tout dit. Non pas parce que je voulais des secrets entre nous, mais parce que certains chapitres de la vie deviennent trop lourds, pour être traînés jusque dans nos années de paix. Après ma retraite, j'avais fait un choix. Plus d'uniforme, plus d'histoire de guerre, plus d'explications. Je voulais être l'épouse de Frank. Plus tard, j'ai simplement voulu être sa veuve. Rien de plus. Le juge Bennett s'est bien installé dans son fauteuil, et a ouvert le dossier. Je crois savoir que le colonel est asservi dans le corps du juge-avocat général de l'armée, pendant plus de 2 décennies. L'un des plus jeunes avocats a dégluti péniblement. L'avocat plus âgé, assis à côté de lui, a soudainement pris un air beaucoup plus prudent. Les cercles juridiques militaires sont bien plus restreints qu'on ne le pense, particulièrement parmi les procureurs de haut rang. Evelyn me dévisageait, comme si j'avais commis une forme de trahison personnelle envers elle. « Vous étiez avocate » a-t-elle demandé. Je me suis tourné vers elle, très lentement. Oui. Sa bouche s'est entr'ouverte. Mais vous aviez dit être à la retraite. Je le suis. Non, a-t-elle cinglé, visiblement ébranlée désormais. Vous aviez dit que vous travailliez pour le gouvernement. C'est vrai. Le juge s'est éclairci doucement la gorge. Madame Carter, veuillez adresser vos commentaires par l'intermédiaire de votre avocat. Evelyn s'est adossée raidement, mais le mal était déjà fait. Pour la première fois depuis le décès de Frank, elle n'avait plus l'air si sûre d'elle. L'avocat de la partie adverse s'est relevé, avec cependant une assurance nettement diminuée, à présent. Votre honneur, a-t-il dit prudemment. Bien que le passé militaire de madame soit incontestablement impressionnant, il reste sans aucun lien avec le litige immobilier présenté devant cette cour. C'était vrai. Mon grade seul ne signifiait rien, ici. Mais la crédibilité importe partout, et d'autant plus dans un tribunal. Le juge Bennett a fait un léger signe de tête. Poursuivez. L'avocat a repris, bien que son rythme ait changé. Auparavant, il parlait comme un homme présentant une victoire acquise, maintenant, il s'exprimait comme quelqu'un qui avance à tâtons, dans une pièce plongée dans le noir. Il a tenté, une fois de plus, de me dépeindre comme une manipulatrice sur le plan affectif, durant la maladie de Frank. Mais cette fois-ci, je l'ai poliment interrompu. Votre honneur, puis-je répondre directement? Le juge Bennett a acquiescé immédiatement. Vous le pouvez. Je me suis levé, avec lenteur. Mes articulations ont un peu protesté. Là je vous rappelle également à son bon souvenir, dans les salles d'audience. J'ai regardé l'avocat, avec un calme absolu. Vous avez affirmé, que j'avais isolé mon mari pendant sa maladie. C'est exact. Avez-vous personnellement interrogé ces infirmières en oncologie? L'avocat a hésité. Non. Avez-vous examiné les registres des visites, au centre de soins palliatifs? Non. Avez-vous parlé avec le docteur Levent, concernant les recommandations de traitement de mon mari? Non. J'ai hoché la tête une fois, puis je me suis rassise. C'était tout. Simple, précis, mais largement suffisant. Car soudainement, la salle d'audience venait de comprendre une chose qu'Evelyn n'avait jamais saisie. Je savais exactement comment fonctionnait un tribunal. Ah,
Les gens pensent que les procureurs militaires passent leur carrière à hurler théâtralement, comme les avocats à la télévision. La réalité est bien plus silencieuse, et beaucoup plus glaciale. Les meilleurs procureurs haussent rarement le ton. Ils posent des questions, de petites questions, soigneusement formulées, des questions qui suppriment peu à peu toute cachette possible. Je l'avais appris lors de ma première affectation à l'étranger, en Allemagne, au début des années 90. J'avais alors 30 ans. J'étais terrifié la moitié du temps, et constamment sous-estimé, parce que j'avais l'air d'avoir une voix trop douce pour survivre à la justice militaire. Un officier supérieur m'avait d'ailleurs dit, sans détour, vous n'avez pas le profil d'un procureur. J'avais répondu, c'est ce que les criminels préfèrent, en général. Franck a ri pendant 20 minutes, lorsque je lui ai raconté cela plus tard. Mon Dieu, qu'est-ce que ce rire me manquait. Alors que l'audience se poursuivait, le juge Bennett a autorisé l'examen des preuves préliminaires. Les avocats d'Evelyn ont soumis des relevés bancaires, des dossiers médicaux et des déclarations de témoins, dans le but de suggérer que j'avais manipulé Franck, émotionnellement, vers la fin de sa vie. J'ai écouté en silence. Ensuite, j'ai ouvert mon propre dossier. Fin, organisé, et précis, comme toujours. Le jeune avocat, assis en face de moi, a paru soulagé en voyant si peu de documents. Ce soulagement a disparu bien vite. Votre honneur, ai-je dit calmement. Je souhaiterais soumettre la pièce à conviction D. Le greffier s'est avancé pour distribuer les copies. Le juge Bennett a examiné la première page, puis la seconde. Ensuite, il a retiré lentement ses lunettes. Intéressant. Très intéressant. Evelyn a remué, très mal à l'aise. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle chuchoté à son avocat. Personne n'a répondu dans l'immédiat. Finalement, l'avocat le plus âgé s'est éclairci la gorge. Où avez-vous obtenu ce document, très exactement? Je l'ai regardé, sans baisser les yeux. De mon mari. Le document était très simple. Une lettre de protection de succession certifiée par un notaire, signée 8 mois avant la mort de Franck. À l'intérieur, Franck stipulait de manière explicite que la maison du lac m'appartenait exclusivement, et que toute tentative future des membres de la famille, pour en contester la propriété, irait à l'encontre de ses volontés. Et, puis venait la partie la plus importante. Franck avait précisément écrit ceci, je fais cette déclaration de mon plein gré, sans aucune forme de coercition ni d'influence. Le visage de l'avocat s'est crispé. Evelyn avait l'air sidérée. C'est impossible, a-t-elle murmuré. Non, ai-je rectifié doucement. C'est dérangeant. Derrière moi, Anna a mis sa main devant sa bouche. Je ne lui avais pas non plus montré le document. Pas parce que je me méfiais d'elle, mais parce qu'après des décennies en tant que procureur, je faisais davantage confiance au bon timing, qu'aux émotions. L'atmosphère de la salle d'audience a totalement basculé, après cela. Désormais, les gens regardaient Evelyn d'un autre œil. Non plus comme une mère en deuil, désireuse de protéger le patrimoine familial, mais comme une femme fortunée, remettant en cause les dernières volontés écrites de son fils mourant. Une très grande différence. L'avocat principal a demandé une brève suspension de séance. Le juge Bennett a accordé 10 minutes. Au moment même où tout le monde s'est levé, Evelyn s'est tournée vers moi avec fureur. Vous l'avez caché. Je suis restée assise, avec une grande sérénité. Vous ne me l'avez jamais demandé. Espèce de petite manipulatrice. Madame Carter, a averti le juge Bennett d'un ton sec, depuis son pupitre. Evelyn s'est tue sur le champ, mais son sang-froid se désintégrait à vue d'œil. Richard s'est approché, prudemment. Margaret, peut-être devrions-nous discuter d'un accord. Intéressant. 1 heure plus tôt, il voulait la guerre. À présent, il voulait discuter. Je l'ai jaugé, d'un regard impassible. Ton frère a déjà pris sa décision. Richard a baissé les yeux. Parce qu'au fond de lui, il savait que c'était la pure vérité. Pendant la suspension d'audience, Anna s'est assise à mes côtés, en tremblant légèrement. Maman. Je l'ai regardée. Tu étais vraiment colonel? J'ai souri faiblement. À la retraite. Tu poursuivais les crimes militaires en justice? Oui, pendant presque 20 ans. Elle m'a dévisagé, avec une incrédulité totale. Je ne sais même plus qui tu es. Celle-là a fait un peu mal. J'ai touché sa main avec douceur. Tu sais très exactement qui je suis.
Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. C'est juste que... J'ignorais tout ça. Je ne voulais pas que cela devienne mon unique identité. C'était la vérité. Après la retraite, je désirais des matins ordinaires, des vacances ordinaires, un amour ordinaire. J'étais las des salles d'audience, qui décidaient de l'avenir des gens. Mais la vie a d'étranges façons de nous ramener vers nos anciens champs de bataille. À la reprise de l'audience, la tension était d'une toute autre nature. À présent, les avocats d'Evelyne semblaient prudents, attentifs, sur la défensive. Le juge Bennett a examiné en silence de nouveaux documents, avant de reporter son attention sur moi. « Colonel, a-t-il déclaré d'une voix égale. Avez-vous l'intention de continuer à assurer vous-même votre défense? Oui, votre honneur. À l'autre bout de la pièce, l'avocat le plus âgé a expiré doucement, il réalisait sans doute, à quel point sa journée venait de se compliquer. Ensuite, le juge Bennett a posé la question qui a tout changé. Possédez-vous d'autres preuves à l'appui, pertinentes pour ce litige successoral? J'ai fait une brève pause, puis j'ai ouvert mon dossier une nouvelle fois. Oui, ai-je affirmé posément. J'en possède. Le visage d'Evelyne a perdu ses dernières couleurs, car elle venait soudainement de prendre conscience d'une chose terrifiante. Je n'étais pas venu dans cette salle d'audience sans préparation. J'y étais venu avec impatience. On apprend beaucoup de choses sur les gens, lorsque la peur s'invite dans la pièce. Certains deviennent silencieux, d'autres se mettent en colère, et d'autres encore, à l'image d'Evelyne Carter, deviennent imprudents. L'audience a repris après le déjeuner, mais l'atmosphère s'était totalement transformée. Le matin même, Evelyne siégeait telle une reine, arrivant pour son couronnement. Désormais, elle ressemblait à quelqu'un qui tente d'arrêter une inondation à main nue. Son avocat ne souriait plus. Richard n'arrêtait pas de desserrer sa cravate. Même les spectateurs dans la salle semblaient plus attentifs, sentant que l'histoire venait de basculer sous leurs yeux. Le juge Bennett a rajusté ses lunettes, et a examiné la liste suivante des pièces à conviction. Colonel, a-t-il dit, vous avez indiqué posséder des preuves supplémentaires, concernant le litige de succession. Oui, votre honneur. Poursuivez. Je me suis levé avec précaution, et je me suis dirigé vers la table des preuves, mon dossier à la main. Le vieux parquet en bois massif a grincé doucement sous mes chaussures. C'est amusant, les petits détails que l'on remarque, lorsqu'une pièce devient silencieuse. J'ai remis les copies au greffier. Pièce F, ai-je annoncé, d'une voix placide. Le jeune avocat a parcouru les pages en premier. J'ai observé la seconde précise où son visage s'est transformé. Ce petit plissement autour des yeux, cette prise de conscience muette qu'un dossier est en train de s'effondrer. Qu'est-ce que c'est, a chuchoté Evelyne, d'un ton acerbe. Il n'a pas répondu tout de suite. Les bons avocats ne répondent jamais trop vite aux clients paniqués. Pour finir, l'avocat principal s'est penché vers elle. Il s'agit d'une correspondance de votre fils. Son visage s'est de nouveau vidé de son sang. Frank avait écrit des dizaines de lettres, pendant sa maladie. La plupart étaient intimes, certaines étaient purement pratiques, et quelques-unes étaient d'une douloureuse honnêteté. Le juge Bennett a lu en silence pendant près d'une minute, avant de lever la tête. Ceci semble être un échange de courriels, entre le défunt et Madame Carter. Oui, monsieur. Le juge a continué à lire en silence. Puis, il a demandé, Madame Carter, avez-vous fait pression sur votre fils, pour qu'il modifie les dispositions de son héritage, pendant ses traitements de chimiothérapie? Evelyne s'est redressée, du tac au tac. Absolument pas, le mensonge était sorti trop vite, et beaucoup trop lisse. J'en avais entendu des milliers de la sorte, auparavant. Les gens s'imaginent que le mensonge paraît plus solide, lorsqu'il est prononcé avec assurance. En général, il a simplement l'air d'avoir été répété à l'avance. Le juge m'a jeté un regard. Colonel. J'ai ouvert un autre document, toujours d'humeur égale. Page 3, votre honneur. Il a tourné les pages, puis s'est arrêté. La salle d'audience s'est de nouveau figée, car ils étaient là, les propres mots de Frank. Maman, si tu reparles encore de la maison du lac, je demanderai au personnel de l'hôpital, de restreindre tes visites. Maggie s'est occupée de moi chaque jour sans exception, pendant que tu n'arrêtes pas de parler d'immobilier. Anna a plaqué ses mains sur sa bouche, derrière moi. Richard a fermé les yeux un instant. Et Evelyne, elle, avait l'air furieuse à présent. Pas honteuse, non.
furieuse. Cela m'en disait long. J'aimerais pouvoir dire que la vengeance m'a apporté de la satisfaction. Les films nous le font croire ainsi. De grandes victoires au tribunal, des révélations retentissantes, les méchants s'effondrant de façon spectaculaire sous le poids de la vérité. Mais la vraie vie semble beaucoup plus lourde. Surtout à mon âge, me tenant là, pour lire à haute voix la souffrance intime de mon mari décédé. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais juste épuisée, parce que rien de tout cela n'aurait dû arriver. Franck méritait la paix, avant de mourir. Au lieu de cela, il avait passé ces derniers mois, à me protéger de sa propre famille. Cette vérité blessait bien plus fort, que n'importe quelle insulte qu'Evelyne m'avait jamais jetée à la figure. L'avocat principal a demandé l'autorisation de s'entretenir en privé avec sa cliente. Le juge Bennett a accordé 5 minutes. Dès l'instant où ils se sont mis à l'écart, près du mur du tribunal, Evelyne a explosé en chuchotement. Je ne pouvais pas entendre chaque mot, mais j'en ai saisi bien assez. Comment étais-je censé savoir qu'elle conservait tout? Elle nous a piégés. Non, l'a interrompu sèchement l'avocat, assez fort pour que la moitié de la salle entende. C'est vous, qui avez omis de divulguer des informations pertinentes. Ah, c'était ça. La rupture. Les bons avocats ont horreur des surprises, et Evelyne ne leur avait manifestement pas raconté toute l'histoire. Richard s'est frotté le front avec anxiété. Tu avais dit que ces emails étaient supprimés. Evelyne l'a rabroué avec hargne. Eh bien, apparemment ils ne l'étaient pas. Le jeune avocat semblait sincèrement mal à l'aise désormais, réalisant sans doute qu'il avait lié sa réputation à une cliente dotée d'une honnêteté à géométrie variable. Le tribunal militaire m'a appris quelque chose, il y a bien longtemps. Les gens se détruisent rarement d'un seul coup. Ils s'effilochent, fil après fil. Et la plupart du temps, c'est l'ego qui tire la première ficelle. Anna s'est de nouveau glissée à mes côtés, pendant la pause. Cette fois, son regard était différent. Plus du tout confus. Fier. Papa t'a protégé, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché doucement la tête. Il a essayé. Toi aussi, tu l'as protégé. Cette simple phrase a failli me briser. Parce que personne n'avait prononcé cela à voix haute, depuis la disparition de Franck. Pendant des mois, Evelyne m'avait dépeinte comme un fardeau manipulateur, qui tournait autour de son fils mourant. Mais s'occuper d'un malade, ça change les gens, et plus particulièrement les couples âgés. Après un nombre suffisant d'années passées ensemble, l'amour cesse de prendre des allures spectaculaires. Il devient pragmatique, discret. Vous mémorisez les horaires des médicaments. Vous apprenez comment soulever quelqu'un avec délicatesse, quand il est trop faible. Vous restez éveillé dans le noir, à écouter la respiration de l'autre. C'était ça, le mariage vers la fin. Pas de la romance, mais un devoir. Un devoir sacré. Et j'aurais porté cette charge pour toujours, si seulement cela avait pu le garder en vie. À la reprise des débats, le ton du juge Bennett s'est fait nettement plus ferme. Madame Carter, a-t-il déclaré, le tribunal est de plus en plus préoccupé, quant à la validité de plusieurs allégations, formulées dans cette requête. L'avocat d'Evelyne est intervenu sans délai. Votre honneur, peut-être devrions-nous discuter d'une éventuelle médiation. Non, a coupé Evelyne brutalement. L'avocat s'est figé. Même moi, j'ai failli soupirer. L'orgueil pousse des personnes intelligentes à se comporter de manière totalement stupide. Le juge Bennett n'a pas scié. Madame Carter, je vous conseille vivement d'écouter votre avocat. Elle a manipulé mon fils. Je suis resté de marbre. Votre fils vous a supplié d'arrêter. Cette réplique a frappé bien plus fort, qu'aucun hurlement ne l'aurait pu. Evelyne m'a regardé avec une haine ouverte, à présent. Vous vous croyez supérieur à nous, à cause de votre titre militaire? Non, ai-je rétorqué paisiblement. Je pense simplement que votre fils méritait un peu de dignité en mourant. Le silence. Un silence pur. Même le greffier a cessé de manipuler ses papiers. Les yeux d'Evelyne se sont soudainement embués. Non pas de chagrin, mais d'humiliation. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la forçait à assumer publiquement les conséquences de ses actes, et elle ignorait comment y survivre. Puis, est survenue la rupture finale. J'ai ouvert la dernière section de mon dossier. Votre honneur, ai-je annoncé, je souhaiterais également soumettre des documents audio, pertinents aux tentatives de coercition,
concernant la modification de la succession. L'avocat le plus âgé a littéralement fermé les yeux. Il savait déjà que la situation s'aggravait. Le juge Bennett a légèrement haussé un sourcil. Des documents audio. Oui, monsieur. Evelyn a eu l'air confuse, puis terrifiée, car d'un coup, elle s'est souvenue des appels téléphoniques. Des mois plus tôt, pendant la maladie de Frank, Evelyn appelait sans arrêt pour exiger des nouvelles. Elle lui mettait la pression au sujet de la propriété, et m'accusait de limiter ses accès à son fils. Frank m'avait finalement demandé d'enregistrer les appels. Pas par vengeance, mais par mesure de protection. Le greffier a branché l'appareil d'enregistrement en silence et, l'instant d'après, la voix d'Evelyn a rempli la salle d'audience. Froide, acerbe, et reconnaissable entre toutes. Si Margaret t'aimait vraiment, elle remettrait la maison du lac à la famille Carter, avant que tu ne meures. Anna a laissé échapper un petit halètement, dans mon dos. Richard fixait le sol. L'enregistrement s'est poursuivi. Tu es malade, Frank. Tu n'as plus les idées claires. Ensuite, la voix épuisée de Frank a répondu avec une extrême faiblesse. Maman, arrête. Cette unique phrase a transformé la pièce tout entière. Ni dramatique, ni tonitruante, juste terriblement lasse. Le son d'un homme mourant, suppliant qu'on lui laisse la paix. Le juge Bennett a coupé l'enregistrement, quelques secondes plus tard. Personne n'a pipé mot. Evelyn était clouée sur sa chaise. Pour la première fois de la journée, elle paraissait vieille. Ni puissante, ni élégante, seulement vieille. Le juge a retiré lentement ses lunettes. Madame Carter, a-t-il dit avec précaution. Ce tribunal nourrit à présent de sérieuses inquiétudes, quant à une potentielle conduite frauduleuse, et à des ingérences coercitives impliquant des questions de succession. L'avocat plus âgé a chuchoté quelque chose de manière urgente à Evelyn. Sans doute à propos d'un accord financier, une fois de plus. Mais au lieu de cela, Evelyn m'a fixé, comme si elle n'arrivait toujours pas à comprendre, comment la veuve silencieuse dont elle s'était moquée, était devenue la personne la plus dangereuse du tribunal. Le juge Bennett s'est légèrement penché en avant. Si des preuves supplémentaires viennent étayer ces conclusions, des poursuites pénales pour fraude pourraient être envisagées. Et, en un claquement de doigts, l'empire de la famille Carter s'est mis à s'effondrer en public. Au 4e jour d'audience, le ton de l'affaire avait du tout au tout changé. Au commencement, les gens m'avaient traité comme une veuve éplorée, essayant de s'accrocher à quelque chose qu'elle n'avait pas les moyens de garder. À présent, le personnel du palais me saluait avec respect, chaque matin. Le greffier tenait les portes ouvertes, pour laisser passer Anna. Et Evelyn Carter, quant à elle, évitait le regard des autres. C'est amusant, de voir à quelle vitesse le pouvoir bascule, une fois que la vérité s'invite dans la pièce. À la sortie du tribunal, j'ai remarqué des journalistes, qui se rassemblaient près des marches. Rien de national, juste des médias locaux de Norfolk. Un drame judiciaire d'une petite ville, impliquant une vieille famille de militaires, et des allégations de coercition en matière d'héritage. Le genre d'histoire dont les retraités débattent autour d'un café, dans les bistrots. Je détestais l'attention. J'ai toujours détesté ça. Le service militaire m'avait guéri, de toute envie d'être publiquement admiré. Car une fois que l'on a vu de jeunes soldats recevoir des drapeaux pliés, en guise de fête de départ à la retraite, la reconnaissance commence à paraître bien dérisoire. Néanmoins, je comprenais ce qui se tramait. Le nom des Carter pesait lourd dans la bonne société de Virginie. Les familles riches qui s'entre-déchirent au tribunal, ont toujours tendance à attirer la curiosité, a fortiori, lorsque la veuve prétendument vulnérable, se révèle être une ancienne procureure militaire. Ce matin-là, Anna a marché à mes côtés, en direction de la salle d'audience, portant mon dossier. Je n'arrive toujours pas à croire, que tu ne m'aies jamais rien dit de tout cela, a-t-elle murmuré doucement. Je t'en ai dit assez. Tu m'as dit, que tu travaillais dans les affaires juridiques. J'ai souri avec douceur. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Elle a ri sous cape, puis son expression s'est adoucie. Papa savait tout. Oui, et il était d'accord pour que cela reste privé. Il préférait que ce soit privé. Frank avait l'habitude de plaisanter, en disant que ma carrière militaire effrayait ses partenaires de golf, en particulier, lorsqu'ils avaient bu un peu trop de bourbon pendant les barbecues, et qu'ils commençaient à se disputer sur la politique. Des années auparavant, l'un d'eux m'avait demandé quel type de droit je pratiquais.
Franck lui a répondu sans sourciller, le genre de droit, qui envoie les gens en prison. Le pauvre homme a failli laisser tomber son hamburger. Même aujourd'hui, le simple fait de m'en souvenir me donnait le sourire. Anna m'a coulé un regard plein de prudence. Il te manque beaucoup, aujourd'hui. Oui. Il y a des jours, où le chagrin vient s'asseoir paisiblement à vos côtés. Et puis, il y a d'autres jours, où il marche directement à l'intérieur de vos côtes. Les salles d'audience semblaient réveiller cette douleur, parce que Franck aurait dû vieillir à mes côtés, au lieu de devenir une pièce à conviction, dans un litige juridique. À l'intérieur de la salle, Evelyne paraissait diminuer. C'était bien le seul mot pour la décrire. Plus petite, non pas physiquement, mais spirituellement. Son tailleur de luxe lui allait toujours à merveille. Ses perles brillaient toujours d'un bel éclat, mais l'assurance l'avait complètement désertée. Richard paraissait épuisé, lui aussi. De toute évidence, les fissures s'étendaient à l'ensemble de la famille, et ce, bien au-delà des murs du tribunal. Car c'est ainsi que l'argent agit. Dès que les batailles pour un héritage éclatent, de vieilles rancunes refont surface, s'extirpant des recoins où les gens les avaient dissimulés pendant des décennies. Le juge Bennett a fait son entrée, à 9 heures précises. Tout le monde s'est levé. L'audience a commencé par les pourparlers d'accord, réclamés une fois de plus par les avocats d'Evelyne. Cette fois-ci, leur ton se voulait insistant. Votre honneur, a commencé l'avocat le plus âgé avec ménagement. Ma cliente souhaite explorer différentes options de résolution, concernant la propriété du lac. Le juge Bennett a tourné les yeux vers moi. Colonel. Je me suis levé sereinement. Non, votre honneur. Evelyne s'est brusquement retournée vers moi. Comment ça, non? Je l'ai jaugé d'un regard soutenu. Cela veut dire, que votre fils a déjà réglé la question avant sa mort. Son visage s'est durci sur l'instant. Il y a encore de la place pour un compromis. Non, ai-je dit sans élever la voix. Il n'y en a pas, parce qu'il n'était plus question d'argent, désormais. Pas vraiment. Il s'agissait de la vérité. Et, après avoir été dépeinte pendant des mois comme une opportuniste et une manipulatrice, j'avais besoin que la vérité soit prononcée haut et fort, en public, non pas étouffée derrière des accords financiers, ou des arrangements à l'amiable. Les personnes âgées comprennent cela, bien mieux que les plus jeunes. Parfois, en atteignant un certain âge, la réputation devient une part de votre héritage. Et Evelyne avait essayé d'anéantir la mienne, juste après que j'ai mis mon mari en terre. L'audience s'est poursuivie avec les demandes de témoignages finaux. Les avocats d'Evelyne évitaient désormais les tactiques agressives. C'était trop risqué. À la place, ils ont joué la carte de la compassion. Ils ont dépeint Evelyne comme une mère en deuil, émotionnellement submergée, après la perte de son fils. Une part de cela était sans doute vraie. Le chagrin tord parfois les gens vers des chemins très laids. Mais le deuil ne justifie pas la cruauté. Le juge Bennett a fini par s'adresser à moi. Colonel, souhaitez-vous faire une déclaration finale, avant que la cour ne se prononce? Je me suis levé, sans me hâter. La salle est devenue extrêmement silencieuse. J'ai regardé le juge en premier, puis brièvement Evelyne, puis le parquet lustré qui nous séparait, et soudain, j'ai pris conscience d'une chose étonnante. Je n'étais plus en colère. Fatigué, triste, et déçu, oui, mais plus en colère. Mon mari a passé la dernière année de sa vie, dans la douleur, ai-je commencé avec douceur. L'assemblée restait muette. Le cancer vous arrache votre dignité, morceau par morceau. Les gens qui ne l'ont pas vécu de près, ne peuvent pas comprendre cela. Anna essuyait discrètement ses larmes, derrière moi. Franck a perdu du poids, de la force, le sommeil, et son indépendance. J'ai ménagé une pause étudiée. Mais, il n'a jamais perdu sa lucidité. Evelyne gardait désormais les yeux baissés. Il savait exactement ce qu'il voulait. La paix, la tranquillité, et passer du temps au lac. J'ai jeté un bref regard vers elle. Et surtout, être libéré de toute pression. L'avocat plus âgé s'est remué, fort mal à l'aise. J'ai continué, la maison du lac n'a jamais représenté une question d'argent, pour moi. Cette vérité la comptait par-dessus tout. Franck a rebâti ce ponton de ses mains, après le passage de l'ouragan Isabelle. Il a appris à notre petit-fils, à pêcher là-bas. Il a dispersé les cendres de son père, tout près de ses arbres. J'ai dégluti péniblement.
C'était le tout dernier endroit où mon mari se sentait lui-même. Un silence complet a envahi les lieux. Même les journalistes avaient cessé de prendre des notes. Puis, j'ai prononcé la phrase que j'avais portée en moi depuis des mois. Je n'ai pas passé 32 années à aimer un homme, pour finir par le voler, le jour où il est devenu faible. Evelyne a fermé les yeux, et ce, pour la première fois depuis le début de cette affaire. Elle paraissait honteuse. De la vraie honte, pas juste un orgueil blessé, non, quelque chose de bien plus profond. Le juge Bennett m'a remercié calmement, avant d'examiner ses derniers documents. L'auditoire patientait. À mon âge, l'attente se vit différemment, elle aussi. On prend conscience de la place prépondérante que les pauses occupent, au cours d'une vie, les salles d'attente des hôpitaux, les pompes funèbres, les coups de téléphone après minuit, et les salles d'audience. Enfin, le juge Bennett a pris la parole. Cette cour considère qu'il existe des preuves accablantes, venant étayer la validité des intentions du défunt, en matière d'héritage. Les épaules d'Evelyne se sont légèrement affaissées. La requête en contestation de propriété, concernant la maison du lac, est intégralement rejetée. Anna a éclaté en sanglots silencieux, dans mon dos. Richard fixait le vide droit devant lui. Le juge Bennett a poursuivi d'un ton ferme. En outre, la Cour dispose de preuves crédibles, démontrant une conduite coercitive envers le défunt, alors qu'il se trouvait dans une période de vulnérabilité médicale. Evelyne avait maintenant l'air physiquement malade. Le juge a marqué une pause. Bien que ce tribunal ne procédera pas à un renvoi pénal immédiat, à ce stade, permettez-moi d'être tout à fait clair. Sa voix s'est durcie. Ce qui s'est produit ici, était profondément déplacé. Personne ne bougeait. Puis est venue la toute dernière phrase. La propriété reste exclusivement sous l'appartenance du colonel Margaretet. Juste comme ça. L'affaire était classée. À la sortie de la salle d'audience, des journalistes se sont approchés de nous sur le champ. Je les ai ignorés. Anna m'a étreinte de toutes ses forces, près des marches du palais, en pleurant sur mon épaule. « Tu as gagné » a-t-elle murmuré. « Non » ai-je répondu doucement. « C'est ton père, qui a gagné. » De l'autre côté de l'esplanade, Evelyne se tenait seule, près du trottoir, tandis que ses avocats rejoignaient leurs voitures respectives. Aucune famille n'était réunie autour d'elle. Pas d'amis pour la réconforter. Juste du silence. Un instant, j'ai failli tracer ma route. Puis, j'ai remarqué que ses mains tremblaient. Alors, malgré tout, je suis allé vers elle. Elle a paru surprise, lorsque je me suis arrêté à sa hauteur. Margaret. Sa voix sonnait plus faible, que je ne l'avais jamais entendue. Vous pourriez encore porter plainte contre moi. Oui. Vous gagneriez. Sans doute. Elle a baissé les yeux vers le trottoir, puis m'a posé, à voix basse, la question à laquelle je ne m'attendais pas, pourquoi faites-vous preuve de clémence, envers moi? J'ai contemplé le ciel nuageux de Virginie, un long moment, avant de lui répondre. Parce qu'après des décennies passées à poursuivre des personnes brisées, j'ai compris une chose, qu'Evelyne n'a jamais saisie. La punition modifie le comportement. Mais la clémence révèle le caractère. Vous avez déjà perdu, la seule chose qui comptait vraiment, lui ai-je dit calmement. Puis, je me suis éloigné. 3 mois après la décision du tribunal, la maison du lac avait enfin retrouvé son calme. Pas son vide, non. Il y a une différence. Le vide donne un sentiment d'abandon, alors que le calme procure un sentiment de guérison. Je me tenais sur le ponton, un matin d'octobre, une tasse de café à la main, tandis que la brume dérivait à travers Smith Mountain les qu'excellentes vagues argentées. L'air sentait le pain et l'eau glacée. Frank adorait ce genre de matin. Il disait toujours que le lac avait l'air honnête, avant le lever du soleil. Ni bateau, ni bruit, ni mise en scène, seulement l'immobilité. À 62 ans, j'avais commencé à apprécier l'immobilité bien plus que la victoire. La bataille juridique avait pris fin, mais quelque chose de surprenant s'était produit, par la suite. Les gens s'étaient mis à me traiter différemment. Les voisins qui, auparavant, me saluaient à peine, voulaient soudainement engager la conversation. D'anciens amis de la famille Carter m'avaient fait parvenir d'embarrassantes lettres d'excuses. Même des inconnus, à l'épicerie, me reconnaissaient de temps en temps, à cause des photos publiées dans les journaux. Colonel est. C'est cocasse, de voir à quelle rapidité les titres modifient le comportement des gens.
Très honnêtement, je détestais la majeure partie de tout cela. Car je n'étais pas devenue plus forte, après le procès. J'avais juste arrêté de me cacher. Anna venait me voir, presque tous les week-ends désormais, avec mes 2 petits-enfants. Le procès avait métamorphosé quelque chose entre nous. Pendant des années, elle ne m'avait perçu que comme sa maman. Fiable, discrète et prévisible. À présent, elle me regardait, aussi, avec une pointe de curiosité. Un samedi après-midi, nous étions assises sur la véranda. Nous emballions des décorations de Noël en avance, pendant que les enfants jouaient près du bord de l'eau. Tu sais, a commencé Anna avec délicatesse. Je crois que je comprends, maintenant. Comprendre quoi? Pourquoi tu es toujours resté si placide, toutes ces années? J'ai eu un faible sourire. Je ne l'ai pas toujours été. Tu en avais l'air, en tout cas. C'est différent. Les tribunaux militaires vous enseignent la discipline, pas l'absence de peur. Le public imagine les procureurs militaires comme des personnes dures à cuire, qui ne tremblent jamais. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous tremblions en privé, et plus particulièrement après des affaires délicates. Je me souviens encore de ces nuits à l'étranger, où je restais assise, seule, dans des logements temporaires, incapable de trouver le sommeil, après avoir requis des peines lors d'audiences, impliquant de jeunes soldats, à peine plus âgés que des enfants. Certains étaient coupables, d'autres étaient brisés, et certains étaient les deux à la fois. Les personnes de plus de 60 ans, le comprennent mieux que les plus jeunes. La vie perd peu à peu son côté manichéen, à mesure que l'on vieillit. On arrête de diviser l'humanité, entre les héros d'une part, et les méchants de l'autre. Le plus souvent, on ne croise que des personnes meurtries, qui prennent de mauvaises décisions, tout en portant une souffrance qu'elles n'ont jamais appris à gérer. Même Evelyne l'était, et surtout Evelyne. Environ un mois après le procès, elle m'a appelé, de manière inattendue. J'ai bien failli ne pas décrocher. Une partie de moi aspirait toujours à prendre ses distances. Mais là j'enseigne aussi une autre leçon. L'amertume inachevée, pèse toujours plus lourd que n'importe quelle discussion. Sa voix m'a semblé bien fragile, au bout du fil. Ni mélodramatique, ni manipulatrice, simplement fatiguée. Margaret, m'a-t-elle demandé d'une voix faible. Pourrait-on se parler? J'ai accepté de la retrouver dans un petit restaurant de type dîner, à mi-chemin entre Norfolk et le lac. Le genre d'établissement que les Américains d'un certain âge connaissent bien. Des tasses à café marron, des menus spéciaux avec pancakes, et des serveuses qui vous appellent tout au trésor. Evelyne est arrivée avec 10 minutes de retard, portant un simple manteau gris, en lieu et place de ses habituelles tenues de marque. Pour la toute première fois depuis que je la connaissais, elle paraissait ordinaire et, curieusement, cela la vieillissait. Nous sommes restés assises face à face, en silence, pendant que la pluie tambourinait contre les vitres. Pour finir, elle a pris la parole. J'ai été en colère contre Frank, pendant des années. Je n'ai rien répondu. Il vous a choisi au détriment de cette famille, à chaque fois. Nous y étions. Ce n'était pas de l'avidité. Pas vraiment. C'était de la peur. De la peur, déguisée sous la forme du contrôle. Les parents âgés ont parfois du mal à accepter que leurs enfants bâtissent une vie en dehors d'eux. Certains le gèrent avec élégance. D'autres, non. Evelyne a enroulé ses 2 mains, autour de sa tasse de café. Quand il est tombé malade, sa voix s'est légèrement brisée, je crois que j'ai paniqué. Je l'ai écouté, avec une attention soutenue. Je me suis dit que si je contrôlais la succession, si je contrôlais les propriétés. Elle a baissé le regard. Peut-être que je ne le perdrais pas, complètement. Pour la première fois, j'ai perçu la mère endeuillée, dissimulée sous toute cette arrogance. Non pas pour excuser ses actes, mais simplement, pour les comprendre. Et la compréhension a son importance. Elle n'efface pas le mal qui a été fait, mais elle adoucit la haine. Je l'aimais aussi, lui ai-je dit sans éclat. Des larmes ont immédiatement embué son regard. Je le sais, désormais. Cette unique phrase pesait bien plus lourd, que n'importe quelle décision de justice. L'hiver est arrivé tout doucement, cette année-là. J'ai passé plus de temps à la maison du lac, à restaurer de vieilles choses, que Frank n'avait jamais terminées. J'ai consolidé des rambardes bancales, j'ai repeint les volets, et j'ai rangé le garage qu'il promettait toujours de nettoyer le week-end suivant. C'est troublant, la façon dont le deuil s'incarne dans les objets ordinaires. Un vieux chapeau de pêche, des bottes usées,
des outils à moitié entamés. L'amour laisse ses empreintes digitales, absolument partout. Un après-midi, mon petit-fils Caleb a découvert une vieille photo militaire, rangée au fond d'un tiroir. « Grand-mère » a-t-il demandé avec excitation. « C'est vraiment toi. » J'ai jeté un coup d'œil. La photographie me montrait à l'âge de 38 ans, en grand uniforme de cérémonie, debout près d'un pupitre de tribunal à l'étranger. Une posture impeccable, des cheveux sombres, et des yeux qui en avaient déjà trop vu. Oui, lui ai-je répondu gentiment. Tu as l'air effrayante. J'ai ri de bon cœur, plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Eh bien, parfois, ça aidait beaucoup. Maman dit, que tu étais colonel. Je l'étais. Comme dans les films. Non, les jeux détrompaient aussitôt. Rien à voir avec les films. Voilà une autre chose que l'âge vous enseigne. La vraie force a généralement l'air bien plus discrète qu'à la télévision. Le véritable courage a souvent l'air fatigué, et la véritable intégrité s'annonce rarement à grands cris. À quelques semaines de Noël, le juge Bennett m'a posté une lettre manuscrite. Courte, et très simple. Il me félicitait d'avoir su préserver à la fois les volontés de mon mari, et ma propre dignité au cours de la procédure. Et puis, il a écrit une chose qui ne m'a plus jamais quitté. Certaines personnes passent leur vie entière à courir après l'autorité. Très peu apprennent à la porter avec humilité. J'ai relu cette phrase à 3 reprises, car cela avait été mon propre parcours, tout au long de ma vie. Je ne cachais pas la faiblesse, je dissimulais simplement l'épuisement. Après le service militaire, après les poursuites judiciaires éprouvantes, après avoir mis Franck en terre, je ne voulais plus de cette autorité. Je voulais simplement la paix. Mais la vie s'est chargée de me rappeler que la paix dénuée de respect de soi se transforme tôt ou tard en capitulation. Et il y a là une différence. Une différence capitale. La veille de Noël est arrivée, froide et limpide. Anna et les enfants ont passé la nuit à la maison du lac, tandis que la neige poudrait légèrement le ponton. Après le dîner, Caleb s'est assis à côté de moi, près de la cheminée, en tenant à nouveau cette vieille photo militaire. « Grand-mère ? » ?»« Oui. »« Est-ce que tu étais quelqu'un de vraiment important ?» Les enfants posent des questions dangereuses, car ils s'attendent toujours à des réponses honnêtes. J'y ai réfléchi longuement avant de parler, puis j'ai eu un tendre sourire. J'étais utile. Il y a réfléchi très sérieusement, puis il a hoché la tête, comme si c'était tout à fait logique. Et ça l'était, peut-être. À mon âge, se sentir utile a infiniment plus de sens que d'être important. Plus tard dans la nuit, quand tout le monde fut couché, je suis sorti seul, sur le porche. Le lac reflétait la lumière de la lune, en de longues traînées argentées. L'air glacial a empli mes poumons, et pour la toute première fois depuis la mort de Franck, le silence ne m'a plus blessé. Il m'a réconforté. J'ai alors compris que la bataille judiciaire n'avait jamais réellement été une histoire de vengeance. C'était une question de mémoire. Il s'agissait de protéger notre amour, pour l'empêcher d'être réécrit par l'amertume. Et c'est peut-être une chose qu'il est bon de se rappeler, en vieillissant. Les gens ont beau sous-estimer les âmes silencieuses, ils ont beau confondre la gentillesse et la faiblesse. La dignité possède une bien curieuse façon de se révéler un jour ou l'autre, et ce, généralement, lorsque cela compte le plus. Et si cette histoire a résonné en vous ce soir, peut-être pourriez-vous la partager, avec quelqu'un qui a déjà été sous-estimé lui aussi. Peut-être pourriez-vous laisser un commentaire, sur une personne discrète, qui s'est révélée bien plus forte que ce à quoi tout le monde s'attendait. Et si vous appréciez les récits qui parlent de résilience, de justice, et des secondes chances que la vie nous offre sur le tard, je serais honoré que vous restiez, pour découvrir la suite.